Durant l'été 1970, sous le soleil brûlant du Mexique, l'équipe uruguayenne a vécu un parcours tragique et poignant. Arrivée au tournoi en tant qu'ancienne championne, portée par le sang de la Garra Charrúa, l'esprit guerrier, elle incarnait bien plus qu'une simple équipe, un symbole de résilience. Parvenant aux demi-finales et s'inclinant seulement face au Brésil de Pelé, puis perdant cruellement contre l'Allemagne de l'Ouest lors du match pour la 3e place, la génération uruguayenne de 1970 reste gravée dans les mémoires comme l'une des équipes les plus combatives de l'histoire. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis cet été flamboyant. Le temps, avec ses lois implacables, a recouvert de poussière les gloires d'antan. Les jeunes hommes vigoureux de cette année-là ont chacun leur propre destin. Certains sont devenus des légendes immortelles, d'autres ont choisi une vie de réclusion. Et hélas, certains sont restés à jamais dans leur patrie. Aujourd'hui, en ce jour de novembre, 2025 empreint de nostalgie, revenons sur la vie et le destin des 22 héros uruguayens de cette année-là. Atilio Anqueta, Defensor Central, DF. Âgé de seulement 21 ans lors de la Coupe du Monde 1970, fut l'un des meilleurs défenseurs centraux du tournoi, un roc en défense avec un style de jeu à la fois flamboyant et solide. Malgré son jeune âge, né en 1948, Anqueta affichait le sang-froid d'un vétéran. Non seulement il était redoutable dans les duels, mais il possédait également une excellente lecture du jeu et un jeu offensif incisif. Lors de Mexico 70, il fut élu dans l'équipe type du tournoi, un immense honneur, aux côtés de légendes comme Beckenbauer et Carlos Alberto. Après le triomphe en Coupe du Monde, la carrière d'Anqueta prit un tournant décisif au Brésil. Il rejoignit Grêmio et devint l'une des plus grandes idoles de l'histoire du club. Les supporters de Porto Alegre l'adoraient non seulement pour son talent, mais aussi pour sa loyauté et son professionnalisme. Il joua également brièvement pour Nacional avant de prendre sa retraite. Après avoir raccroché ses crampons, Anqueta se consacra à la musique et à l'art. Une âme d'artiste se cachait derrière l'apparence d'un guerrier défensif. Il participait régulièrement aux événements de Grêmio et était considéré comme un trait d'union culturelle entre le football uruguayen et brésilien. Il est intéressant de constater que le calme et l'élégance d'Anqueta sur le terrain se retrouvent également dans sa vie privée. Pas de bruit, pas de scandale. Il mène une vie paisible, respecté aussi bien par ses adversaires que par ses coéquipiers. Un véritable gentleman du football sud-américain. Aujourd'hui, à 77 ans, Atilio Anqueta coule des jours paisibles au Brésil et mène une vie saine et heureuse. Il apparaît encore régulièrement dans les médias pour partager ses souvenirs, témoin vivant d'un âge d'or du football, et source d'inspiration pour les jeunes générations du Grêmio. Ladislao Mazurkiewicz, gardien de but de 25 ans, né en 1945, surnommé l'Araignée Noire, fut élu meilleur gardien de la Coupe du Monde 1970. Ses performances exceptionnelles au Mexique restent gravées dans les mémoires. Mazurkiewicz était l'âme des cages uruguayennes, toujours présent au bon moment pour des arrêts fulgurants. Son geste face à Pelé lors de la demi-finale, censé être impossible, a été revu des millions de fois. Malgré une feinte de tir, son sang-froid et son jeu tout au long du tournoi ont fait de lui une légende, digne du titre de meilleur gardien de la compétition. La carrière de Mazurkiewicz fut une succession de succès avec Peñarol, remportant la Libertadores et la Coupe intercontinentale. Après 1970, il rejoignit le Brésil pour jouer à l'Atlético Mineiro, où il devint également une légende. Il détint longtemps le record du nombre de participations à la Coupe du Monde pour un joueur uruguayen. Après sa retraite, il devint entraîneur des gardiens, tout en restant fidèle à Peñarol. Discret sur sa vie privée, il fut toujours perçu comme un homme chaleureux et humble, contrastant avec sa combativité sur le terrain. Sur le terrain, il était un mur impénétrable, un héros solitaire entre la victoire et la défaite. En dehors du terrain, il était un professeur dévoué, un symbole de professionnalisme. Cependant, le parcours de cette légende s'est interrompu. L'année 2013 est considérée comme une année de grande tragédie pour cette génération. Le 2 janvier 2013, Ladislao Mazurkiewicz s'éteignait à l'âge de 67 ans des suites d'une insuffisance rénale et de problèmes respiratoires. Sa disparition a plongé le monde du football dans un profond chagrin. Mais l'image du Spider-Man noir en costume noir demeure un monument immortel. Julio Montero Castillo, âgé de 26 ans et né en 1944, est un défenseur milieu de terrain incarnant à la perfection l'esprit guerrier de l'Uruguay. Célèbre pour son style de jeu intense et son acharnement au jeu, il est l'incarnation même de la Garra Charrúa.
Lors de la Coupe du Mexique, 1970, Montero Castillo était un véritable rempart devant les buts, prêt à se jeter dans la moindre zone dangereuse pour protéger son équipe. Il a disputé les 6 matchs, devenant un soutien moral indispensable pour tous ses coéquipiers. Il est également le père du célèbre joueur Paulo Montero, qui a hérité de sa ténacité. Après le tournoi, il continua à enchaîner les succès avec le national, remportant notamment la Copa Libertadores et la Coupe intercontinentale en 1971. Il partit également en Espagne pour jouer à Grenade. Le plus grand héritage qu'il laissa au football, outre ses titres, fut son fils Paulo Montero, qui devint plus tard un défenseur central légendaire de la Juventus, doté d'un style de jeu fougueux à l'image de son père. Après sa retraite, sa vie resta étroitement liée au football. Il suivit et soutint régulièrement la carrière de son fils. La combativité de Montero Castillo sur le terrain semble avoir forgé un homme fort dans la vie. Il est un pilier pour sa famille, qui a élevé une excellente génération. Aujourd'hui, à 81 ans, Julio Montero Castillo coule une retraite paisible dans sa ville natale de Montevideo. Bien que sa santé se soit dégradée avec le temps, ses yeux pétillent encore lorsqu'il évoque les batailles d'antan. Il est considéré comme l'un des doyens les plus respectés du club national. Roberto Matosas, défenseur/milieu de terrain de 30 ans lors de la Coupe du Monde. 1970, était un joueur polyvalent et intelligent, jouant un rôle clé dans la liaison entre la défense et l'attaque. Né en 1940, il apporta à l'Uruguay l'expérience d'une légende de Peñarol et de River Plate. Lors de la Coupe du Monde, 1970 au Mexique, Matosas disputa les 6 matchs, faisant preuve d'une endurance incroyable. Bien qu'il ne fût pas le plus rapide, son sens tactique aiguisé lui permettait d'apparaître toujours au bon moment pour désamorcer le danger pour son équipe. Après la Coupe du Monde 1970, le destin le mena au Mexique. Il s'installa à San Luis et y passa la majeure partie de sa vie. La carrière d'entraîneur de Matosas fut également très riche, puisqu'il dirigea de nombreuses équipes au Mexique. Il est aussi connu comme le père de Gustavo Matosas, lui aussi un entraîneur talentueux. Outre le football, Roberto est un homme cultivé, convaincu que le football doit aller de pair avec la culture et l'éducation. La vie de Matosas est celle d'un philosophe sur le terrain. Il joue au football non seulement avec ses pieds, mais aussi avec une grande intelligence. Cette sagesse lui permet de traverser les hauts et les bas avec sérénité et de se forger une excellente réputation dans le milieu du football nord-américain. À 85 ans, Roberto Matosas vit toujours au Mexique. Retraité du monde du football, il profite de sa retraite auprès de ses enfants et petits-enfants. Bien qu'il ne soit plus directement à la tête de l'équipe, ses avis professionnels sont toujours respectés par les supporters mexicains et uruguayens. Juan Mujica, âgé de 26 ans et né en 1943, était un latéral complet, une rareté pour l'Uruguay à cette époque. Solid in defense, il était également capable de soutenir des attaques puissantes et des montées audacieuses. Lors de la Coupe du Monde 1970, Mujica inscrivit le premier but de l'Uruguay contre Israël, posant ainsi les bases de leur parcours jusqu'en demi-finale. Son style de jeu infatigable, tant en attaque qu'en défense, devint un élément clé du système tactique uruguayen, apportant équilibre et innovation sur les ailes. Mujica a passé toute sa carrière au national, remportant tous les titres continentaux. Il a ensuite évolué en France, à Lille et à Lens, laissant une empreinte indélébile sur la scène européenne. Après sa retraite de joueur, Mujica est devenu un entraîneur talentueux, dirigeant le national ainsi que plusieurs équipes en Colombie et au Costa Rica. Il possède une vision moderne du football et est constamment en quête d'innovation. Sa vie était une succession ininterrompue de voyages, de l'Amérique du Sud à l'Europe et vice-versa. Un homme de travail, toujours dévoué et responsable. Le 11 février 2016, Juan Mujica s'est éteint à l'âge de 72 ans. Sa disparition est une grande perte pour le football uruguayen et les clubs qu'il a entraînés. Il nous a quittés, mais son but contre Israël et ses courses infatigables lors de la Coupe du Monde 1970 au Mexique restent gravés dans la mémoire des supporters. Luis Cubilla, âgé de 30 ans, né en 1940, est un ailier surnommé « La Bête », l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football mondial. Dès la Coupe du Monde 1970 au Mexique, il était une véritable star, doté d'une technique extraordinaire, d'une capacité de dribble exceptionnelle et d'une vitesse fulgurante. Cubilla a toujours été l'attaquant clé du système offensif de l'Uruguay.
Son sauvetage sur la ligne de but, synonyme de passe décisive lors du match contre l'Union soviétique, est devenu l'une des actions les plus controversées et célèbres de l'histoire de la Coupe du Monde, témoignant de son intelligence et de sa classe. La carrière de Kubila est jalonnée de nombreux titres avec Peñarol, Nacional et Barcelone, Espagne. Mais sa carrière d'entraîneur est encore plus brillante, puisqu'il a transformé Olimpia Paraguay en une force continentale. Personnalité hors du commun, au tempérament fougueux mais talentueux, il est un véritable parrain du football sud-américain. Sa vie était remplie d'histoires de malice et d'une soif insatiable de victoire. Il a vécu et respiré football jusqu'à ses derniers jours. Cependant, le terrible cancer de l'estomac a eu raison de ce guerrier. Le 3 mars 2013, Luis Cubilla s'est éteint à l'âge de 72 ans. Il fut celui qui avait inauguré l'année tragique de 2013 pour l'équipe uruguayenne de 1970. Julio César Cortés, 29-11, né en 1941, évolue au poste d'attaquant/milieu de terrain et est surnommé El Pocho. Joueur discret mais indispensable, il est appliqué, discipliné et infatigable dans ses déplacements. Lors de la Coupe du Monde, 1970, Cortés a disputé les 6 matchs, rythmant discrètement le jeu de l'Uruguay. Membre de la génération dorée de Peñarol qui a dominé le monde dans les années 1960. Il a apporté à l'équipe stabilité, expérience et un esprit combatif sans faille. Après la Coupe du Monde, Cortés a connu une carrière nomade et passionnante, jouant et entraînant dans de nombreux pays d'Amérique centrale, comme le Mexique, le Guatemala et le Costa Rica. Il est devenu un véritable missionnaire du football, diffusant l'état d'esprit des champions dans de nouvelles contrées. Il a notamment brillé comme entraîneur au Guatemala, menant l'équipe à la victoire au championnat ONCAF en 2001. Sa vie fut riche en aventures, mais son cœur resta toujours en Uruguay. Il passa ses dernières années en Amérique centrale, où il était vénéré comme une légende. Cependant, la triste nouvelle est tombée il y a peu, en juillet 2025. Julio César Cortés s'est éteint à l'âge de 84 ans. La disparition de El Pocho nous rappelle douloureusement que cette génération dorée nous quitte peu à peu pour toujours. Ildo Monero, âgé de 22 ans et né en 1947, était le jeune espoir uruguayen le plus prometteur de la Coupe du Monde 1970. Évoluant au poste de milieu de terrain, il apportait créativité et finesse au jeu. Son but décisif contre la Suède en phase de groupe a non seulement sauvé l'Uruguay de l'élimination, mais a également révélé une nouvelle étoile. Grâce à sa technique individuelle remarquable, sa maîtrise du ballon et son intelligence tactique, Monero est devenu l'élément décisif qui a permis à son équipe de faire la différence chaque fois qu'elle avait besoin d'un sursaut. La carrière de Monero prit alors son envol. Il partit en France pour jouer à Lyon, un choix audacieux à l'époque, et devint l'un des meilleurs joueurs étrangers de l'histoire du club. Après sa retraite de joueur, il devint entraîneur et prit les rênes de l'équipe nationale d'Uruguay. Il avait une vision romantique du football et mettait toujours l'accent sur la beauté du jeu. Loin des projecteurs, Monero consacre sa vie à la formation des jeunes. Il souhaite transmettre aux générations futures les précieuses expériences acquises en Europe. Aujourd'hui, à 78 ans, Ildo Monero est toujours en pleine forme. Il est souvent sollicité comme consultant pour les grands matchs et est une figure très respectée du football uruguayen. Luis Ubiña, âgé de 30 ans et né en 1940, fut le capitaine exemplaire de l'Uruguay lors de la Coupe du Monde 1970. Évoluant au poste d'arrière droit, il était considéré comme un roc sur son aile, conservant toujours son sang-froid et sa maîtrise en toutes circonstances. Brassard de capitaine, Ubiña dirigeait ses coéquipiers non seulement par sa voix, mais aussi par son esprit combatif et son calme imperturbable. Il était toujours présent dans les moments cruciaux, assurant la solidité de la défense et insufflant confiance à ses jeunes coéquipiers lors des matchs les plus intenses. Après la Coupe du Monde, Ubiña a continué à conquérir les sommets mondiaux avec le national en 1971. Il était le genre de joueur qui a consacré sa vie entière au drapeau et au maillot, sans se soucier de la gloire ou de la fortune. Après sa retraite, il a mené une vie simple et humble dans le quartier de Cerro où il était né et avait grandi. Il s'est impliqué dans des actions communautaires, aidant notamment des enfants défavorisés à jouer au football, restant fidèle aux qualités d'un grand capitaine. Sur le terrain, Ubiña incarnait le guerrier majestueux, mais dans la vie, c'est un voisin, amical et attachant. Ce contraste ne fait que mettre en valeur sa grande personnalité.
Mais voilà que le destin rappela une autre légende en 2001. Le 17 juillet 2001, Louis Oubigna s'éteignait à l'âge de 73 ans. Il nous quittait quelques mois seulement après son coéquipier Mazurkiewicz, laissant un immense vide dans la défense de l'équipe du ciel. Victor Esparrago, milieu de terrain de 25 ans, né en 1944, fut le héros de l'Uruguay lors de la Coupe du Monde 1970. Il entra dans la légende grâce à un seul moment décisif. Une tête à la 117e minute contre l'Union soviétique, inscrivant le but en or qui envoya l'Uruguay directement en demi-finale. Bien que discret, Esparrago était reconnu pour son travail acharné, son intelligence et sa capacité à se montrer décisif lorsque son équipe avait le plus besoin de lui. Et cette tête historique en fut la plus belle illustration. Après le tournoi, Esparrago s'installe en Espagne pour jouer à Séville et au Recreativo Huelva. Mais c'est sa carrière d'entraîneur en Espagne qui est véritablement remarquable. Il mène Cadix, Valence et Séville à de grands succès. Il est respecté en Europe comme un stratège talentueux qui a importé en Uruguay la philosophie pragmatique mais efficace du football uruguayen. Il a choisi l'Espagne comme seconde patrie, menant une vie discrète mais prospère et respectée. Il incarne la réussite des joueurs uruguayens sur le vieux continent. Aujourd'hui, à 81 ans, Victor Esparrago coule une retraite paisible en Espagne. Il a depuis longtemps quitté le banc de touche, mais continue de suivre de près les performances de son équipe nationale. Julio Morales, âgé de 25 ans, né en 1945, évoluait au poste d'attaquant et était surnommé Cascarilla. Malgré sa petite taille, il possédait une excellente technique et était un fer de lance redoutable de l'attaque uruguayenne. Lors de la Coupe du Monde 1970, Morales ne disputa pas tous les matchs, mais à chaque fois qu'il entrait en jeu, il faisait la différence grâce à sa vitesse, son habileté et sa capacité à déstabiliser la défense adverse, devenant ainsi un attaquant de harcèlement typique et efficace. Après la Coupe du Monde, il est devenu une légende au national puis à l'Austria Vienne, Autriche, où il a joué pendant de nombreuses années et est devenu une idole en Europe. Il a été l'un des premiers joueurs uruguayens à se faire un nom dans le championnat autrichien. La vie de Morales fut paisible. Après sa retraite, il continua à entraîner les jeunes. Cependant, la loi de la naissance, du vieillissement, de la maladie et de la mort n'épargne personne. Le 14 février 2022, jour de la Saint-Valentin, Cascarilla s'éteignit à Montevideo à l'âge de 76 ans, laissant derrière lui un souvenir inoubliable pour les supporters du National. Dagoberto Fontes, 27 ans, né en 1943, attaquant, était un joueur polyvalent et dévoué de l'Uruguay lors de la Coupe du Monde 1970. Il s'est vu confier la tâche extrêmement difficile de marquer Pelé en demi-finale. Malgré la défaite de son équipe, l'effort et la combativité de Fontes étaient indéniables. Il a disputé 4 matchs durant le tournoi, donnant toujours le meilleur de lui-même et démontrant la résilience de l'équipe uruguayenne. Sa carrière ultérieure a été associée à Defensor et à plusieurs clubs au Mexique, Puebla, Tigres. Il a vécu une vie simple après sa retraite, loin du bruit des médias. Cependant, la triste nouvelle n'est parvenue que l'année dernière, le 4 mai 2024. Dagoberto Fontes s'est éteint dans sa ville natale de Maldonado, à l'âge de 80 ans. Sa disparition marque la fin d'une époque. Julio Losada, âgé de 19 ans, né en 1950, était le plus jeune attaquant uruguayen lors de la Coupe du Monde 1970. Bien qu'il ne fût qu'un remplaçant stratégique, Losada fut recruté pour créer des opportunités et acquérir une précieuse expérience internationale. Sa participation au tournoi à un si jeune âge constitua une étape importante dans son développement et son ascension vers le statut international. Par un heureux hasard, Losada trouva sa seconde patrie en Grèce. Il rejoignit l'Olympiakos et y devint une véritable légende. Il joua pendant plus de 10 ans pour le club du Pirée, remportant de nombreux trophées, et est considéré comme l'un des plus grands joueurs étrangers de l'histoire du football grec. Aujourd'hui, à 75 ans, Julio Losada est toujours vivant. Il est toujours vénéré par les supporters de l'Olympiakos et est souvent cité comme une légende vivante. Pedro Rocha, 27 ans, né en 1942, évoluant au poste de milieu/attaquant et surnommé El Verdugo, le bourreau, était la star incontestée et le principal espoir de l'Uruguay lors de la Coupe du Monde 1970.
Le drame de l'équipe commença dès le premier match. Lorsque Rocha se blessa gravement contre Israël, le contraignant a déclaré forfait pour le reste de la compétition. Son absence est considérée comme la principale raison de l'élimination de l'Uruguay en finale, laissant un grand regret au sein de l'équipe et parmi ses supporters. Néanmoins, Rocha demeure une légende, notamment à São Paulo, Brésil, et à Peñarol. Il est le seul joueur uruguayen à avoir participé à 4 Coupes du Monde consécutives, 1962 à 1974. Sa vie après le football a été marquée par de nombreux problèmes de santé liés à la dystrophie musculaire. Il est décédé le 2 décembre 2013, mettant fin à une année 2013 tragique pour le football uruguayen, exactement un jour avant son 71e anniversaire. Omar Caetano, 31 ans, né en 1938, défenseur/milieu de terrain surnommé Cacho, est une légende vivante du Peñarol. Bien qu'il n'ait pas joué une seule minute lors de la Coupe du Monde 1970, il était le véritable leader spirituel de l'équipe uruguayenne. À 31 ans, Caetano était le grand frère expérimenté, insufflant sa passion et rassurant les jeunes joueurs comme Ancheta et Maneiro dans le vestiaire. Il avait déjà participé à la Coupe du Monde 1966 et avait été témoin des plus grands succès de l'Uruguay dans les années 1960, apportant stabilité et une précieuse expérience à l'équipe. La carrière de Cacho Caetano est une véritable ode à la fidélité. Il a passé la quasi-totalité de sa vie à porter le maillot noir et jaune du Peñarol 1960-1975. Il détient le record du nombre de participations au Super Clásico uruguayen entre le Peñarol et le Nacional, 57 matchs intenses et passionnés. Le style de jeu de Caetano était sobre. Il était le genre d'arrière-gauche tenace, persévérant et intrépide. Après avoir raccroché ses crampons, il a choisi la voie de la simplicité en se consacrant à l'entraînement des jeunes et en menant une vie paisible, toujours proche des supporters du Peñarol. La constance et la loyauté absolue de Caetano sur le terrain se sont ensuite reflétées dans sa vie. Il a vécu une vie de loyauté envers son club, ses coéquipiers et sa famille, devenant ainsi un modèle de caractère exemplaire pour un grand joueur. Cependant, les lois de la nature n'oublient personne. Le 2 juillet 2008, Cacho. Omar Caetano s'est éteint à Montevideo à l'âge de 69 ans. Il fut l'un des premiers de sa génération à quitter ce monde. Sa disparition a plongé les supporters de Peñarol dans une profonde tristesse. Mais la légende du roi du Clásico perdure. Rubén Barreño, 26 ans, né en 1944, évolue au poste d'attaquant. Redoutable dans la surface de réparation, il est un membre éminent de la génération dorée du Nacional. Lors de la Coupe du Monde 1970, il n'a disputé que 69 minutes en tant que remplaçant contre l'Italie, mais sa présence dans l'équipe a confirmé son talent de buteur. Capable de se positionner intelligemment et de conclure avec une précision chirurgicale, il se révèle un attaquant redoutable à chaque fois qu'il entre en jeu. Le point culminant de la carrière de Barreño n'a pas eu lieu lors de la Coupe du Monde 1970, mais un an plus tard, en 1971, lorsqu'il a réalisé le triplé historique avec le Nacional, Championnat national, Copa Libertadores et Coupe intercontinentale. Il fut un élément clé de cette équipe invincible. Par la suite, Barreño a également tenté sa chance en Europe avec Troyes, France, et a rejoint le Racing Club en Argentine. Partout où il est passé, il a fait preuve de professionnalisme et d'une grande volonté de contribuer. La vie de Barreño a été marquée par les voyages et l'adaptation. De jeune attaquant à Cerro au sommet du monde avec Nacional, puis ses expériences en France. Il est l'exemple même du jeune professionnel qui sait préserver sa forme et son image. Rubén Barreño a aujourd'hui 81 ans. Il a vécu une vie bien remplie et est considéré comme l'un des témoins historiques les plus importants du Nacional. Il est toujours régulièrement invité aux cérémonies d'hommage du club, où les jeunes supporters l'admirent comme une légende vivante, tout droit sorti d'un livre.